Bonjour. Je vais commencer par parler de l'analyse de cas que vous avez. Alors, je veux que, encore une fois, si vous voulez que je regarde avant de le soumettre la version finale, je vais le faire encore, il reste quelques jours, là. Je vais le corriger durant notre semaine de relâche. Je vous remets le cas. Comme ça, vous verrez enfin mes critiques ou mes commentaires et je vais vous donner l'autre analyse de cas quand on va être de retour de la semaine de relâche. Alors, aujourd'hui, on regarde l'article de Donatien Mallet et les auteurs aussi, il y en a plusieurs, qui discutent du curatif au palliatif, des réflexions et repères pratiques. Alors, vous allez remarquer que cette semaine, il y a un lien pour la loi canadienne sur la santé. Alors, je veux que vous regardiez ça ça va vous donner une idée que, effectivement, la loi canadienne sur la santé qu'on a vu se développer au début des années 60 est vraiment basée sur un système de soins curatifs. Hein? Donc, on va à l'hôpital, on va voir le médecin pour se faire guérir. C'est vraiment l'optique qu'on a dans ces années-là. Mais maintenant, comme les auteurs le remarquent, la maladie ou comment on gère la maladie a changé. Donc, on a pas simplement le modèle curatif, mais on a aussi maladie chronique. Les auteurs ne parlent pas tout à fait dans ce terme-là de maladie chronique, mais maladie à long terme. Pensez au diabète, par exemple, c'est l'exemple premier qu'on donne habituellement, qui ne se guérit pas, mais qu'on peut gérer longtemps. Palliatif, d'un autre côté, palliatif, avant voulait dire fin de vie, maintenant veut dire, enfin, on n'est plus dans le modèle curatif, mais on gère et on vise la qualité de vie. Donc, d'un côté, le curatif vise, si on veut, la guérison. Le palliatif va viser la qualité de vie. Et maintenant, les soins de vie sont compris dans le modèle du palliatif, mais le palliatif ne se limite pas aux derniers jours, aux dernières semaines de la personne. Ça peut être des années. Alors, je vais aussi vous mettre sous le contenu de cette semaine le lien pour les soins palliatifs. Alors, la discussion du gouvernement du Canada vis-à-vis les soins palliatifs, c'est-à-dire ils donnent des liens pour d'autres sites et tout. Alors, qu'est-ce que les auteurs ont à nous dire? Effectivement, est-ce que les points de ces termes, est-ce qu'ils sont pertinents? Parce que, justement, on est souvent en dehors de la guérison complète. De plus en plus, c'est les maladies chroniques comme l'arthrite, le diabète, comme je l'ai mentionné. On peut penser à d'autres maladies comme le Parkinson's. Mais aussi, par exemple, une personne qui a un diagnostic de cancer, la survie est souvent plus de 5 ans. Alors, ça devient plus long terme. Alors, c'est ça que les auteurs notent. Les mots, ils nous disent, sont marqués par la chronicité, c'est-à-dire que, ça va. Donc, la tranchée entre les deux est moins pertinente. Le curatif, de nos jours, implique plutôt la prolongation de la vie. Par exemple, en oncologie, on a des traitements qui se sont développés dans les dernières décennies et on voit quand même une durée de vie plus longue. Alors, un autre point que les auteurs notent et que on voit aussi dans les discussions de soins palliatifs, et aux États-Unis, on a beaucoup discuté de ça, effectivement, que les soins palliatifs sortent d'un certain ghetto de phase terminale. Et souvent, lorsqu'on parle de soins palliatifs,
à un patient, le patient a peur parce qu'il va dire « Ah, ben, vous m'abandonnez, il n'y a plus rien à faire. » Alors, il y a une certaine panique qui peut s'instaurer dans la du point de vue du patient, parce qu'il ou elle ne comprend pas tout à fait que veut dire palliatif. Et vraiment, palliatif, c'est des soins qui visent la qualité de vie. Et il y a des exemples de personnes, peut-être que je devrais mettre ça aussi sur le site web. Il y a une infirmière aux États-Unis qui est en phase 4 d'un cancer du sein et qui travaille encore et qui dit je vis avec le cancer bien. Donc, elle a quand même une bonne qualité de vie. Alors, c'est ça. Alors, les auteurs nous disent qu'une distinction entre curatif et palliatif est peut-être erronée. Et là, je vous ai mis la mauvaise page. J'ai mis 232. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? C'est 242. Je m'excuse, je vais le corriger, enfin, sur ça. Non, pardon. Non, non, ben non, pardon, c'est moi qui se trompe. Ici, mes pages sont mélangées. Bon, j'ai eu une journée assez difficile, là. Jusqu'à date. Donc, c'est bien 232. Oui, pardon. En résumé, la distinction des grandes typologies d'action médicamenteuses souligne l'absence de correspondance systématique entre une classe thérapeutique et une orientation curative ou palliative. Alors, c'est ça qui est important, c'est que la manière qu'on traite donc, donner la chimio, ça peut être pour guérir, mais aussi pour, enfin, gérer la maladie, parce qu'on pense que le cancer pourrait revenir, mais peut-être que le cancer ne viendra pas. Si on regarde, il y a certains cas de cancer où la personne semble guérie, n'a plus ce cancer. Alors, c'est ça ici que les auteurs vraiment notent qu'il y a peut-être une fausse distinction entre les deux. Donc, c'est ça. La dimension palliative, c'est ça qui est intéressant aussi que les auteurs notent, c'est que ça requiert un travail d'équipe. Et je ne sais pas si certaines d'entre vous ont vu les travaux dans vos autres cours de Marie de Hennezel, qui justement est une personne qui a œuvré dans les soins palliatifs en France, et qui parle justement de cette équipe interdisciplinaire. Alors, beaucoup on axe lors des soins palliatifs sur justement l'apport de possiblement quelqu'un en nutrition, quelqu'un ça pourrait être en physio et même pour un court temps, le médecin, l'infirmière, en tout cas, et tout. Et si on pense aux soins, par exemple, pour le diabète, souvent la personne impliquée va être la personne qui gère la nutrition, hein, qui va donner des exemples, des pistes pour la personne qui a le diabète. Donc, c'est ça, la dimension palliative, c'est axé sur le mieux-vivre, qui serait une dimension quand même intéressante. On pourrait dire que les autres modèles, comme le modèle curatif, pourraient aussi s'inspirer de cette interdisciplinarité, mais aussi de l'importance de la qualité de vie. Et enfin, ce qui distingue le palliatif du chronique et du curatif, c'est une reconnaissance de la mort. Effectivement, qu'elle arrive dans 3 semaines, dans 6 mois ou possiblement 2 ans. Il y a cette dimension de la mort qui est une dimension qui, enfin, fait peur, effectivement, surtout dans nos sociétés, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, les auteurs proposent une approche délibérative et c'est ça qui va aider à déterminer l'orientation des soins. Et ici, vous pouvez penser, j'ai dit, au type d'approche en fonction, oups, c'est l'autocorrecteur changé à l'anglais,
en fonction des textes que nous avons lus. Alors, l'approche délibérative, par exemple, chez Ricoeur, on pourrait penser, comment Ricoeur, le concept d'alliance ici, pourrait justement aider à penser l'approche délibérative, n'est-ce pas? Alors, l'orientation des soins. Et ça, justement, on comprend maintenant que les patients et patientes sont les personnes qui vont décider selon leurs valeurs qu'est-ce qu'elles veulent comme traitement, et c'est possible que quelqu'un qui a un diagnostic de cancer phase 3, par exemple, dirait « je veux pas de chimio ». Alors, c'est ça. Parce que je veux pas être malade pendant 6 mois de temps. Je veux vraiment profiter des jours qui me restent ou des années qui me restent. Alors, c'est vraiment là que ça va aider à déterminer, enfin, comment on va orienter les soins pour cette personne-là. Une approche plus agressive ou une approche possiblement moins agressive, axée sur le confort. Alors, c'est ça encore que les auteurs reconnaissent que c'est important d'avoir cette conversation et de clarifier aussi ce que le patient ou la patiente veut. Et aussi de comprendre que le patient ou la patiente ne pourrait pas immédiatement déterminer ce qu'ils veulent, hein? Parce que quand on reçoit un diagnostic, il faut penser que un diagnostic de maladie grave, que ça va prendre un certain temps pour en arriver à être capable de gérer ce diagnostic. Alors, si on pense la semaine dernière au texte que l'on a lu de Marie-Hélène Parizeau et avec les auteurs de cette pièce et du patient qui avait pression assez élevée, embonpoint, fumeur, etc. Comment le médecin tentait de gérer, enfin, le diagnostic, le patient et un certain déni de ce patient. Alors, c'est ça ici qui est important de reconnaître. Et surtout, dans le cas de maladies graves, alors, c'est important de voir comment le patient ne pas abandonner effectivement le malade. Parce que si la personne est en déni, par exemple, le médecin va pas dire ah ben là si vous voulez pas voir l'heure juste, moi je suis pas prêt à vous soigner. Alors il faut comprendre ça. Alors François Malherbe qui dit c'est en bas de la page 236, la médecine est l'art de cultiver l'autonomie des hommes en prenant soin de leur corps. Alors c'est intéressant. C'est ça. Donc les explications qu'on donne aux patients, ce n'est pas de dire, bon, vous avez telle maladie et on pourrait vous donner tel médicament. Alors, toute une litanie de composés chimiques. Puis le patient, la patiente comprend pas tout à fait qu'est-ce que ça va faire. Alors, c'est ça, de pas vraiment s'orienter de cette façon-là, mais d'essayer d'informer le patient ou la patiente concrètement et enfin d'arriver à savoir qu'est-ce qu'il ou elle veut. Et j'ai mis un lien sur Brightspace, ça s'appelle Atul Gawande, qui est un médecin américain et qui parle justement, qui a écrit beaucoup. Il y a son livre qui a été, ça fait quelques années qui est écrit, c'est pas très 2-3 ans, je pense, peut-être plus, là, 5 max, s'appelle Being Mortal, donc être mortel, qui justement discute du fait que les médecins ne sont pas formés pour parler de la mort. Ils veulent guérir, ils veulent. Alors, et dans ce vous allez voir, si vous comprenez l'anglais,
malheureusement, il n'est pas en français, il parle de son expérience avec sa mère aussi, que lorsque son père avait eu un diagnostic de cancer et comment, enfin, le médecin avait dit, si vous faites de la chimio, vous pourrez jouer au tennis cet été, qui était pas du tout réaliste. Alors, enfin, ce dialogue qui devait prendre place, et c'est ça l'importance ici, d'informer le patient d'une façon pour qu'il comprenne et puisse enfin faire des décisions, prendre des décisions qui sont, qui vont avec ses valeurs et les buts qu'elle peut avoir ou qu'est-ce qu'elle veut accomplir dans le temps qui reste, effectivement. Alors, c'est ça c'est ça ici, l'autonomie qui est importante, et on peut passer au principe de Beecham et Childress, justement, cette idée d'autonomie, c'est quand même, il faut que j'aie l'information ici. Il faut que je comprenne exactement, et puis ça peut prendre du temps parce que il se peut que ça soit difficile, enfin. Alors, on peut comprendre que c'est toujours difficile de prendre une décision point de vue médical, mais ça peut l'être encore plus quand le diagnostic est celui d'une maladie grave, comme j'ai dit. Alors, et un autre point que les auteurs relèvent, c'est que justement, le praticien doit enfin avoir une certaine patience, si on veut, donc doit respecter la singularité du patient. Donc, voir que cette personne-là, durant son cheminement, là, est pas prête à avoir cette information-là. Donc, il faut peut-être le rencontrer la semaine prochaine, etc. Donc, lisez ça, la page 238 et 239, et justement, les auteurs utilisent le terme « la singularité du patient », et ça, sans doute, ça vous fait penser justement à ce que Ricoeur dit. Non, c'est ça, la spécificité de la maladie, mais de la personne aussi qui a la maladie. Alors, c'est ça. Il faut avoir une ouverture à la dimension psychique. Et c'est ça qui est difficile, et on voit dans le lien que je vous ai mis pour le médecin Atul Gawande, justement, cet aspect de comment donne-t-on des mauvaises nouvelles et comment on répond à la souffrance qui est psychique ici, pas nécessairement juste du côté physique. Alors, il y a ça, et c'est souvent en soins palliatifs, c'est pour ça qu'on a différentes équipes. Et je vous ai donné un lien aussi d'un film durant la relâche, vous pourriez regarder l'accompagnateur. Et l'idée d'une personne qui peut accompagner. Donc, c'est pas un médecin, c'est pas une infirmière, mais c'est une personne qui est là, souvent en soins de vie, en fin de vie, soit un étage d'un hôpital qui est pour les soins fin de vie ou un hospice. On a des bénévoles, des personnes qui sont là pour accompagner, justement. Alors, c'est ça, c'est la dimension de la sollicitude d'aller vers l'autre et penser justement à l'accompagnement, comme on a vu, l'idée d'accompagner, de care. Alors, c'est ça, l'alliance, l'accompagnement de la personne, avoir de la sollicitude envers cette personne-là, ça fait partie, enfin, des soins. Et justement, les auteurs notent l'importance des réunions d'équipe. Ça, sur les soins, pour les soins à l'hôpital, par exemple, soins de centre prolongés aussi, peut-être un peu moins, palliatifs, on a des réunions d'équipe. Et l'idée, c'est de partager et aussi d'arriver à des solutions ensemble. Donc, c'est là vraiment un travail d'équipe. Et Marie de Hennezel, justement, si vous connaissez pas
ces travaux, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je vais vous indiquer ses livres ou ses articles. Justement, parle justement qu'elle a travaillé dans des hôpitaux dédiés aux soins de fin de vie. Elle parle de l'importance justement de ces réunions d'équipe où tout le monde apporte. Alors, c'est pas dans un contexte hiérarchique, mais c'est vraiment dans un contexte où on partage ses idées pour améliorer, enfin, la qualité de vie du patient ou de la patiente. Alors ici, on voit une façon différente de gérer la maladie là, et du cadre de soins aigus ou curatif, du cadre curatif. Curatif, on voit souvent médecin, patient, médecin, bon, vous brisez la jambe, médecin va dire, OK, on va mettre ça sur plâtre, ça va être un plâtre de je sais pas combien, ensuite de ça, vous pouvez faire, si c'est la jambe, une mise en charge, je vais vous donner une prescription pour la physio, allez voir la physio avec votre dossier, ça finit là. On a vraiment là, comme un. Tandis que soins palliatifs, c'est vraiment une réunion. Comment fait-on pour, enfin, en arriver à améliorer la qualité de vie en diminuant la souffrance physique et aussi psychique. Alors, c'est ça ici qui est important, qui rentre vraiment en jeu dans les soins palliatifs. Donc, le rôle du médecin, comme les auteurs nous proposent, c'est une certaine médiation entre la demande sociale, c'est-à-dire la demande du médecin comme personne qui va alléger la souffrance, mais aussi le rapport qu'il ou elle va avoir avec le patient. Donc, c'est un rapport humain quand même. Les techniques médicales, parce que les médecins sont très fiers et connaissent beaucoup sur et surtout s'ils sont spécialistes, par exemple en oncologie, sur tel type de cancer, spécialiste connaît les techniques, connaît les nouvelles approches, etc. Mais aussi entre la souffrance psychique, physique, et aussi la mort qui se dessine prochainement, par exemple. Alors, c'est ça qui est important. Alors, pour les auteurs, pour résumer, c'est que les auteurs proposent enfin de repenser ou mettre l'emphase sur l'importance dans le contexte du palliatif de ces éléments donc l'interdisciplinarité, l'approche de la mort, le psychique, pour comprendre que le rôle du médecin est assez quand même complexe. Et peut-être que dans nos écoles de médecine, on ne forme pas, et c'est ça que Atul Gawande discute dans ses ouvrages, que on n'a pas vraiment la formation nécessaire. Et que, enfin, l'article aussi nous propose que, enfin, ça nous fait réfléchir que possiblement l'approche palliative devrait peut-être être toujours présente jusqu'à un certain point dans les approches curatives ou même chroniques. Alors, c'est ça l'article que je voulais vous présenter pour vous conscientiser au processus de donner des soins, comment ça change. Donc, vous allez voir, lorsque vous regardez le site web de la loi de la santé, sur la santé, la loi canadienne sur la santé, que vraiment, comment on comprend les soins, c'est vraiment axé sur un modèle implicite curatif.
Alors, c'est ça pour cette semaine et j'en finis avec, vous allez avoir un travail à remettre pour la fin de la session. Il n'est jamais trop tôt d'en parler. Alors, ça va être un travail d'environ 10 pages, 2500 mots. Je vais vous donner les consignes, les modalités, qu'est-ce que je veux. Et encore une fois, si vous voulez discuter avec moi d'un sujet, on peut le faire par courriel, c'est facile, et je vais regarder vos ébauches aussi. Le travail, ça pourrait être sur, évidemment, un aspect des soins de fin de vie, mais ça peut être sur un modèle plus théorique ou ça peut être sur quelque chose de plus pratique si vous travaillez dans le domaine, tout à fait. Ça pourrait être aussi sur des cas concrets enfin, qu'on voit faire surface dans le cas de la loi sur la mort assistée. Si vous voulez regarder ça c'est possible aussi. Alors, les sujets sont ouverts et je vais mettre sur Brightspace, justement, les modalités et vous expliquer ça. Je vais continuer de vous expliquer et si vous avez des questions, je vais répondre effectivement à vos questions. Alors, c'est ça. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne relâche et on se revoit dans 2 semaines.